Mes parents ont dit qu'ils ne feraient rien pour mon mariage parce que nous économisons de l'argent. Ce même jour, j'ai vu la facture pour une Tesla qu'ils avaient achetée pour ma sœur, 88 888 €. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, ils m'ont supplié, ne fais pas cela. Mais j'ai simplement souri. Je m'appelle Victoria Lann. J'ai 30 ans et voici l'histoire du jour où j'ai découvert la vérité sur mes parents. Ils m'ont dit qu'ils ne feraient rien pour mon mariage parce qu'ils économisaient de l'argent. Ce jour-là, je me tenais dans leur cuisine à Fargo, dans le Dakota du Nord, fixant un reçu froissé. Ce n'était pas pour des courses ou quelque chose de petit. C'était pour une Tesla à 88 888 € achetée pour ma sœur. Mon cœur a chaviré, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement souri. Ils pensaient que j'allais rester silencieuse, jouer le jeu et continuer à faire semblant que tout allait bien, pendant que ma sœur se prélassait dans leur favoritisme. Mais le reçu dans ma main a tout changé. Plus tard dans la soirée, ma sœur est arrivée dans la nouvelle voiture brillante, en riant, totalement inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée. Je n'ai rien dit. J'ai glissé le reçu dans ma poche et je suis sorti dans la nuit froide, mon esprit bouillonnant déjà de décision. Le lendemain matin, ils m'ont supplié, ne fais pas cela. Mais il était trop tard. Ma confiance avait disparu et j'étais prête à leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Maintenant, je veux avoir votre avis. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Les auriez-vous confrontés, seriez-vous partis, ou auriez-vous pris un autre chemin? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieuse de voir comment vous géreriez une telle trahison. Cet après-midi-là, je suis retourné chez mes parents pour récupérer des documents. J'étais plongé jusqu'au cou dans les préparatifs de mon mariage, essayant d'étirer mes économies pour payer une salle à Fargo, dans le Dakota du Nord. L'essayage de ma robe était le lendemain, et j'avais passé des heures à comparer les traiteurs, espérant une petite réception que je pourrais me payer seul. Le refus de mes parents de m'aider était douloureux, mais j'étais déterminé à y arriver. Dans leur salon, j'ai fouillé dans un tiroir à la recherche de mon acte de naissance, nécessaire pour la licence de mariage. C'est alors que j'ai trouvé une pile de reçus cachés comme de salles secrets. Un ensemble de salles à manger sur mesure pour ma sœur Morgane, 5 000 €. Un bracelet en or, 3 000 €. Des billets d'avion pour Hawaï, 2 000 €. Mes mains tremblaient. C'était mon argent, provenant du compte familial dans lequel j'avais versé des milliers d'euros. J'envoyais à mes parents 2 000 € par mois pour faire tourner leur maison, croyant que c'était pour nous tous. Mon père, Thomas, et ma mère, Suzanne, juraient qu'ils économisaient de l'argent. Mais ces reçus racontaient une autre histoire. Ils finançaient les extravagances de Morgane pendant que je me démenais pour payer mon propre mariage. J'ai conduit jusqu'à la banque, mon esprit traversé par les images de ma robe non portée et de la compte non payée de la salle. Le guichetier a affiché notre compte joint. Mon souffle s'est coupé. 12 000 € retirés en 4 mois, tous pour les achats de Morgane. La signature de Suzanne figurait sur chaque transaction. Thomas les avait approuvés aussi. J'ai fixé l'écran, la trahison s'enfonçant en moi comme un couteau. De retour à mon appartement, je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Je me suis connecté à l'application bancaire, mes doigts fermes alors que j'annulais les transferts mensuels de 2 000 € vers leur compte. Confirmé. C'était fait. Ils le remarqueraient bientôt, mais je n'étais pas prête à les affronter. J'avais besoin de preuves, de quelque chose d'indéniable. J'ai pris un carnet et j'ai listé chaque reçu. Salle à manger 5 000 €, bracelet 3 000 €, voyage à Hawaï 2 000 €. J'ai pris des photos de chacun et je les ai sauvegardées sur mon téléphone. La banque avait promis d'envoyer des relevés détaillés par courrier électronique d'ici le matin. Je n'étais pas seulement en colère, j'étais concentré. Il s'agissait de bien plus que d'argent. Il s'agissait d'avoir été utilisé. Morgane, n'ayant aucune idée de ce qui se passait, continuait d'étaler son mode de vie. Ce soir-là, son compte Instagram la montrait posant avec le bracelet en or, avec la légende « Je me fais plaisir ». La salle à manger brillait en arrière-plan d'une autre publication. Elle ne savait pas que l'argent avait cessé d'affluer. Mes parents ne le savaient pas non plus, mais le silence ne durerait pas. Chaque centime que j'avais économisé était pour mon avenir, pas pour les luxes de Morgane. Dans un café le lendemain, j'ai parcouru les menus des traiteurs,
faisant semblant de me concentrer pendant que mon esprit bouillonnait. Mes parents pensaient pouvoir continuer à mentir, mais je montais un dossier. La publication suivante de Morgane est apparue, un portrait d'elle-même dans une robe de créateur probablement achetée avec mon argent, elle aussi. Ma mâchoire s'est crispée. Chaque photo, chaque mensonge me poussait plus loin. Ils avaient pris ma confiance, mes économies, mon mariage. J'en avais terminé de les laisser faire. Une semaine plus tard, ma sœur m'a appelé à l'improviste. La voix de Morgane résonnait joyeusement dans le téléphone, tout excitée, sans aucune honte. Et, j'ai besoin de 500 € pour une fête, a-t-elle dit, pour exhiber sa nouvelle Tesla avec des amis. Elle a continué à parler du bar sur le toit qu'elle avait réservé à Fargo, à quel point elle était magnifique sur les photos. J'ai serré mon téléphone, mes jointures devenant blanches. Elle organisait une fête pour célébrer une voiture que mon argent avait payée alors que je réduisais les coûts de mon budget de mariage. J'économise aussi, ai-je dit, d'un ton plat. Bonne chance pour la fête. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Morgane semblait confuse mais pas méfiante. Elle ne savait pas que j'avais arrêté le flux d'argent de la famille. Ce même jour, j'ai reçu un message texte de Suzanne. Nous n'avons pas eu ton transfert ce mois-ci, a-t-elle écrit, d'un ton très désinvolte comme si c'était mon erreur. Tout va bien? Je n'ai pas répondu. Thomas en a envoyé un aussi. Appelle-nous. Nous devons parler. Je les ai effacés, faisant semblant d'être débordé de travail. Il commençait à ressentir la pression exactement comme je l'avais prévu. À mon bureau, je jonglais avec les prestataires de mariage, les fleuristes, les photographes, un animateur musical, le tout à mes propres frais. Chaque appel me rappelait leur trahison. Ils m'avaient laissé me débrouiller seul pendant que Morgane faisait la fête. Ma détermination s'est renforcée. Ce soir-là, le compte Instagram de Morgane s'est illuminé. Une publication l'a montré au bar sur le toit, posant avec des amis, la Tesla garée en dessous comme un trophée. La meilleure soirée de ma vie, disait la légende. Mon estomac s'est noué. Elle profitait de la vie, ignorante du trou qu'elle avait creusé avec mes économies. J'ai fait défiler les photos, la voyant rire, trinquer, portant une robe dont je pourrais parier qu'elle était un autre cadeau de mes parents. Je n'ai pas commenté ni aimé la publication. J'ai juste fixé l'écran, laissant la colère me nourrir. Ils pensaient pouvoir continuer à m'utiliser, mais j'en avais fini d'être leur banque. Le lendemain matin, j'ai rencontré un avocat à Fargo. La maison dans laquelle vivaient mes parents, le point d'ancrage de notre famille, était légalement la mienne, laissée en héritage par ma grand-mère. Je les avais laissés y rester, pensant que nous formions une équipe. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ils avaient utilisé ma confiance pour financer le train de vie de Morgane. L'avocat a exposé mes options. Je pouvais lancer la procédure pour reprendre le contrôle total de la propriété. Ce n'était pas simple, de la paperasserie, des préavis, peut-être même une expulsion s'il résistait, mais c'était possible. J'ai hoché la tête, calme mais certaine. Faisons-le, ai-je dit. Je n'étais pas encore prête à agir de manière définitive, mais je voulais que tout soit en place. De retour à mon appartement, j'ai sorti mon carnet, ajoutant l'appel de Morgane à ma liste de preuves. 500 € pour une fête en plus de la Tesla, des meubles, des bijoux. J'ai vérifié mon courrier électronique. Les relevés bancaires étaient arrivés, détaillant chaque retrait que Suzanne et Thomas avaient fait. Des milliers d'euros, tous pour Morgane. J'ai sauvegardé les fichiers, mes mains fermes. Lors d'un essayage de robe de mariée cet après-midi-là, je me tenais devant le miroir, la robe blanche semblant plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. La couturière m'a demandé si j'allais bien. J'ai forcé un sourire et dit que j'allais bien. Mais à l'intérieur, je planifiais mes prochaines étapes. Les photos de la fête de Morgane continuaient de clignoter dans mon esprit, chacune étant un rappel de leurs mensonges. Je ne les ai pas confrontés. Pas encore. Suzanne a envoyé un autre message texte, plus urgent. Victoria, nous avons vraiment besoin de cet argent. Thomas a appelé, laissant un message vocal que je n'ai pas écouté. J'étais trop occupé à appeler à nouveau la banque, m'assurant que mes comptes étaient verrouillés. Le compte Instagram de Morgane a publié une autre histoire, une vidéo d'elle conduisant la Tesla, musique à fond, ses amis acclamant. Elle n'avait aucune idée que le sol se dérobait sous elle.
Mes parents commençaient à paniquer, mais je suis restée silencieuse, les laissant transpirer. La maison, l'argent, tout leur monde, tout était lié à moi, et j'étais prête à le reprendre. Un soir, j'ai reçu un message texte de ma mère. Le message de Suzanne est apparu sur mon téléphone alors que j'étais assise à la table de ma cuisine à Fargo, dans le Dakota du Nord, triant des factures de mariage. Victoria, la Tesla était un malentendu, a-t-elle écrit. Nous avons besoin de ton aide pour maintenir les choses à flot. S'il te plaît, envoie l'argent à nouveau. Ces mots dégoulinaient de faux remords, comme si elle pensait qu'une excuse rapide effacerait des années de mensonges. J'ai fixé l'écran, mes doigts planant au-dessus du clavier. Pas de réponse. Le silence était mon arme maintenant, et j'allais le leur faire ressentir. Ils vivaient de mes transferts mensuels de 2000 € depuis trop longtemps, et je ne ferai pas marche arrière. Le lendemain matin, Thomas a appelé. Sa voix était tranchante, accusatrice. « Tu es égoïste, Victoria, a-t-il dit. Tu abandonnes ta famille pour une voiture. Nous t'avons mieux élevé que cela. » J'ai serré le téléphone, mon pouce accélérant. Il n'a pas mentionné les meubles, les bijoux, ou les voyages qu'ils avaient financés pour Morgane. Juste la Tesla, comme si c'était la seule trahison. Je suis occupé, ai-je dit, le coupant. Débrouillez-vous. J'ai raccroché, les mains tremblantes, mais ma détermination ferme. Thomas pensait pouvoir me culpabiliser pour me soumettre, mais je n'étais plus la fille obéissante. Leur panique grandissait, et c'était exactement ce que je voulais. Cet après-midi-là, ma meilleure amie, Stacy Bennett, a appelé. C'est une conceptrice, perspicace et loyale, et sa voix était tendue. « Victoria, j'ai entendu quelque chose que tu dois savoir, a-t-elle dit. » Mon cœur a chaviré lorsqu'elle m'a expliqué que Thomas et Suzanne avaient utilisé mon identité pour contracter un prêt de 10 000 € auprès d'une banque de Fargo, le tout pour couvrir les dépenses de Morgane. Stacy avait entendu un ami commun en parler dans un café, reconstituant l'histoire à partir de ragots bancaires. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Non seulement ils avaient vidé mes économies, mais ils avaient aussi volé mon nom pour elle. J'ai remercié Stacy, ma voix stable malgré la rage qui bouillonnait à l'intérieur. J'ai conduit à la banque ce même jour, serrant mon carnet de preuves, reçus, relevés bancaires, tout ce que j'avais rassemblé. La directrice a écouté alors que j'exposais tout, les retraits pour les luxes de Morgane, les transferts annulés, et maintenant ce prêt. J'ai montré ma carte d'identité, prouvant que c'était mon nom sur leurs documents. Ils n'avaient pas ma permission, ai-je dit, d'un ton froid. La directrice a hoché la tête, ouvrant le compte. Le prêt était récent, 10 000 € avec la signature de Suzanne et l'approbation de Thomas. J'ai exigé qu'il gèle les transactions. Nous allons enquêter, a-t-elle promis. Mais vous devrez déposer un rapport de fraude. J'ai accepté, signant les formulaires, mon stylo ferme. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était du vol, pur et simple. De retour à mon appartement, je me suis assise avec Stacy autour d'un café, mon esprit tournant à toute vitesse. Elle a poussé une assiette de pâtisserie vers moi, essayant de détendre l'atmosphère, mais j'y ai à peine touché. Ils ont franchi une ligne, a-t-elle dit, le regard féroce. J'ai hoché la tête, feuilletant mon carnet. Les détails du prêt étaient là, à côté des reçus précédents. Je montais un dossier, pas seulement pour me protéger, mais pour les faire payer. Suzanne a envoyé un autre message texte ce soir-là. S'il te plaît, Victoria, nous avons des difficultés. Je n'ai pas répondu. Thomas a laissé un message vocal, son ton plus doux mais toujours manipulateur. Nous sommes une famille. Ne fais pas cela. Je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'à la fin. Le lendemain, j'ai appelé un avocat recommandé par la banque. Nous nous sommes rencontrés à son bureau, un petit espace en centre-ville. J'ai tout exposé, la Tesla, les meubles, le prêt, mon nom sur leurs mensonges. Il a pris des notes, le visage sombre. Le vol d'identité est grave, a-t-il dit. Vous avez un dossier solide, mais cela prendra du temps. Je me fichais de savoir combien de temps cela prendrait. J'ai remis mes preuves, chaque reçu est relevé, et je lui ai dit de lancer la procédure. Mes projets de mariage étaient en pause, les prestataires impayés, les essayages de robes reportés, mais je n'étais pas brisé. J'étais en colère, et cette colère me gardait lucide. Le lendemain matin,
ma tante Hélène Lannes s'est présentée à mon bureau. Elle est entrée dans le cabinet comptable, son gilet de professeur et son expression sévère détonnant au milieu des feuilles de calcul et des calculatrices. « Victoria, nous devons parler » a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi. Hélène, la sœur aînée de ma mère, avait toujours été la pacificatrice de la famille. Elle s'est penchée en avant, sa voix douce mais ferme. « Tu es trop dur envers Suzanne et Thomas. Ils sont en difficulté. Ne peux-tu pas arranger cela ?» J'ai posé mon stylo, la mâchoire serrée. Elle n'en savait pas la moitié, mais je n'étais pas surprise qu'elle essaie d'arranger les choses. C'est ce qu'Hélène faisait. Je me suis adossé, croisant les bras. Ils ont utilisé mon argent pendant des années, Hélène, ai-je dit, d'un ton tranchant. Des dizaines de milliers pour la Tesla de Morgan, ses meubles, ses voyages, ses bijoux. Ils ont contracté un prêt à mon nom. Ils se fichaient de mon mariage, de ma vie. Les yeux d'Hélène se sont écarquillés, mais elle a essayé de m'interrompre, disant qu'ils avaient fait des erreurs mais qu'ils m'aimaient. Je l'ai coupé. Ils n'ont pas le droit de jouer les victimes. J'ai terminé. Je lui ai parlé des reçus, des relevés bancaires, du prêt de 10 000 € qu'ils avaient falsifié. Le visage d'Hélène s'est décomposé, mais elle a quand même supplié. Ils sont la famille, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Plus maintenant. Je n'avais aucune obligation envers une famille qui m'avait trahi. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon avocat à son bureau en centre-ville. La maison dans laquelle vivaient mes parents, laissée en héritage par ma grand-mère, était légalement la mienne. Je les avais laissés y rester, pensant que nous la partagions en famille, mais après leur mensonge, je la voulais en retour. L'avocat a sorti l'acte de propriété confirmant que j'en étais la propriétaire. Nous pouvons émettre un avis de quitter les lieux, a-t-il dit, soulignant les étapes. 30 jours pour s'y conformer, ou nous passerions à l'expulsion. J'ai hoché la tête, la voix stable. Envoyez-le. L'avis a été envoyé ce jour-là, adressé à Thomas et Suzanne. Ils allaient devoir quitter la maison qu'ils considéraient comme acquise. À la fin de la semaine, j'ai reçu un appel d'un ami agent immobilier. Thomas et Suzanne avaient signé un bail pour un petit appartement à la périphérie de Fargo. Fini la maison spacieuse, fini mon argent pour les soutenir. Ils avaient déménagé discrètement. Pas d'appel, pas de message. J'ai conduit devant la maison un soir, la voyant vide, les fenêtres sombres. Ma poitrine s'est serrée, non pas de culpabilité, mais d'un étrange soulagement. Ils avaient compté sur moi pendant des années, mais j'avais coupé ce cordon. Ils étaient livrés à eux-mêmes maintenant, joignant les deux bouts sans mon soutien. Morgan le ressentait aussi. Sans l'argent de Thomas et Suzanne, son train de vie somptueux commençait à se fissurer. Je l'ai vu sur son compte Instagram, bien qu'elle ait essayé de le cacher. Une publication parlant de réduire son train de vie la montrait vendant ce bracelet en or dont elle s'était vantée. Une autre mentionnait des budgets serrés avec une photo d'elle dans un pull simple, sans étiquette de créateur. Elle avait appelé un créancier, ai-je entendu par un ami commun, suppliant de reporter les paiements de ses factures de carte de crédit. La Tesla était encore à elle pour le moment, mais les coûts d'entretien s'accumulaient. Morgan n'avait pas l'habitude de payer pour elle-même, et cela se voyait. Ses publications sont devenues plus calmes, moins ostentatoires alors que la réalité s'installait. Je ne l'ai pas contactée. Mon attention était ailleurs, à reprendre le contrôle de ma vie. Au bureau, j'ai trié mes préparatifs de mariage, toujours en pause, mais pas abandonnés. J'ai appelé un prestataire pour renégocier un acompte, ma voix calme malgré le chaos. Mon avocat a envoyé des mises à jour. La maison était officiellement sous mon contrôle, et je pouvais la vendre ou la garder. Je n'avais pas encore décidé, mais le pouvoir m'appartenait. Hélène a appelé une fois de plus, me demandant de reconsidérer ma décision, de parler à Suzanne. J'ai refusé, poliment mais fermement. Ils ont fait leur choix, ai-je dit. Elle n'a pas insisté davantage. La dernière publication de Morgan a attiré mon attention ce soir-là. Une légende vague sur des moments difficiles avec un portrait d'elle-même dans son appartement, les meubles de luxe disparus. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Chaque facture qu'elle avait du mal à payer était une conséquence de leur avidité. Le nouvel appartement de Thomas et Suzanne était très loin de la maison que j'avais financée. Ils avaient construit leur monde sur ma confiance, et je l'avais détruit. J'ai fermé mon ordinateur portable, ma détermination inébranlable.
Ce n'était pas fini, mais j'avais le contrôle maintenant, et c'était suffisant. Un mois plus tard, ma collègue, Brenda Foster, m'a appelé du bureau. Sa voix était pressante, coupant à travers le bourdonnement du cabinet comptable. « Victoria, tu dois voir cela », a-t-elle dit. Brenda, une comptable au regard perçant, était tombée sur des documents montrant que mes parents essayaient de vendre un terrain. Je possédais un petit terrain à Fargo, hérité de ma grand-mère en même temps que la maison. Les documents étaient falsifiés, avec ma signature imitée pour transférer l'acte de propriété. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils essayaient maintenant de vendre ma propriété dans mon dos. J'ai rejoint Brenda à son bureau, où elle a étalé les preuves, un contrat avec un agent immobilier local, mon nom griffonné d'une écriture peu familière, et des courriers électroniques entre Thomas et un acheteur. Je l'ai découvert en auditant le portefeuille d'un client, a expliqué Brenda, les doigts tapotant nerveusement. Le terrain, d'une valeur de 30 000 €, était un morceau de mon avenir que j'avais prévu d'utiliser pour mon mariage ou mes économies. Je l'ai remercié, la voix stable, mais l'esprit en ébullition. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était de la fraude. J'ai attrapé les documents, les ajoutant à mon dossier de preuves grandissant, reçus, relevés bancaires, le prêt qu'ils avaient contracté à mon nom. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat. Nous nous sommes rencontrés à son bureau, où j'ai exposé les nouvelles découvertes. C'est grave, a-t-il dit, feuilletant le contrat falsifié. Nous devons signaler cela à la police. J'ai accepté, et nous avons conduit jusqu'au département de police de Fargo. J'ai tout remis, les documents de Brenda, les anciens reçus pour les luxes de Morgan, les relevés bancaires montrant leur retrait, et le prêt de 10 000 € qu'ils avaient falsifié. L'officier a pris ma déposition, le visage sombre. Nous allons ouvrir une enquête, a-t-il dit. Cela ressemble à une fraude évidente. J'ai hoché la tête, sentant un poids se lever. Thomas et Suzanne allaient faire face aux conséquences maintenant, pas seulement de ma part, mais de la part de la loi. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté immobilière très soudée de Fargo. Dès le lendemain, des murmures sur l'affaire louche de Thomas et Suzanne circulaient. Un ami agent immobilier m'a envoyé un message texte. Les noms de tes parents sont traînés dans la boue par ici. Leur réputation, autrefois respectable, s'effondrait. Ils avaient été actifs dans les cercles immobiliers locaux, mais maintenant les courtiers les évitaient, et leurs appels restaient sans réponse. L'enquête était assez publique pour entacher leur réputation, et j'ai entendu dire qu'ils esquivaient les questions lors des événements communautaires. Ils étaient acculés, confrontés à des problèmes juridiques qui pourraient signifier des amendes ou pire si les accusations de fraude étaient maintenues. Morgan a été durement touchée, elle aussi. La banque liée au prêt que Thomas et Suzanne avaient contracté à mon nom a pris des mesures pour saisir sa Tesla. J'ai appris la nouvelle par un ami commun qui a vu la voiture être remorquée depuis le complexe d'appartements de Morgan. Elle l'avait échangée contre une berline d'occasion, bien loin du véhicule tapa à accent grave-l'œil dont elle s'était vantée. Son compte Instagram est resté silencieux pendant des jours. Puis une publication est apparue, un portrait d'elle-même dans sa nouvelle voiture, avec la légende « Nouveau départ », pas de paillettes, pas de glamour. Elle croulait sous les factures, incapable de compter sur l'argent de nos parents désormais. Les coûts d'entretien, les dettes de carte de crédit, elle était seule, et cela se voyait. Suzanne m'a envoyé un message texte cette semaine-là. « Victoria, s'il te plaît. Nous sommes désolés. Parlons. » Thomas a suivi avec un message vocal, la voix désespérée. « Nous ne voulions pas cela. Ne nous ruine pas. » Morgan a même envoyé un message, demandant un petit prêt pour couvrir son loyer. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Mon téléphone vibrait avec leurs supplications, mais je les effaçais, me concentrant sur mon travail. Au bureau, j'ai revu les budgets de mariage, essayant de sauver ce que je pouvais. Un prestataire a appelé, offrant une réduction si je payais d'avance. J'ai accepté, ressentant une lueur d'espoir. Ma vie avançait, même si la leur s'effondrait. J'ai rejoint Brenda pour un café plus tard, la remerciant à nouveau. Elle a balayé cela d'un geste de la main, disant « Tu aurais fait la même chose ». Mais sa découverte avait changé la donne, exposant l'ultime trahison de Thomas et Suzanne. L'avocat a appelé avec des mises à jour. La police les avait interrogés, et les documents falsifiés étaient en cours d'examen. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement de la clarté.
Ils avaient essayé de tout prendre, mon argent, mon nom, ma terre. Mais je m'étais défendu, et je gagnais. Mon mariage était toujours en pause, mais je reconstruisais morceau par morceau, pendant qu'ils faisaient face aux ruines de leur choix. Au printemps, j'avais déménagé à Bismarck. Mon fiancé et moi nous sommes installés dans un appartement confortable de 2 chambres avec vue sur le fleuve Missouri, un nouveau départ après la tourmente à Fargo. Nous avions fait nos cartons ensemble, transportant boîtes et meubles, riant en aménageant notre nouvel espace. Je suis passé au travail de comptabilité à distance, gérant les dossiers de mes clients depuis un bureau près de la fenêtre pendant qu'il se rendait à son travail tout près. Le calme de Bismarck ressemblait à une remise à zéro, loin du drame familial qui m'avait épuisé. Notre mariage était toujours sur les rails. Pas de retard, pas de doute, et nous économisions ensemble, déterminés à le faire à notre image. Un soir, alors que nous déballions la dernière de nos vaisselles, mon cousin Kailan a appelé. Il est ingénieur, toujours direct, et son ton portait un mélange d'inquiétude et de nouvelles. « Tes parents sont en mauvais état » a-t-il dit. Thomas et Suzanne, coincés dans leur appartement exigu de Fargo, croulaient sous les dettes. Kyle avait appris par un ami de la famille qu'ils étaient en retard sur le loyer, jonglant avec les factures d'électricité et repoussant les agents de recouvrement. L'enquête pour fraude suite à leur tentative de vendre mon terrain avait bloqué leurs finances, les laissant dans la panade. J'ai posé une assiette, le visage calme. Ils ont choisi cela, lui ai-je dit. Kyle n'a pas argumenté, il est simplement passé à autre chose pour parler de son dernier projet. Morgan m'a envoyé un message texte cette semaine-là, son message suppliant, « Peux-tu envoyer 500 €? J'arrive à peine à m'en sortir. » Elle a mentionné le loyer, les paiements de la voiture, une histoire larmoyante sur ses difficultés. J'ai fixé l'écran, mon fiancé regardant par-dessus mon épaule. Je lui avais déjà dit qu'elle était livrée à elle-même après avoir perdu sa Tesla, et ce n'était pas différent. « Je ne suis pas ta banque », ai-je tapé en retour, de manière tranchante et définitive. « Débrouille-toi toute seule. » J'ai bloqué son numéro, mes doigts fermes. Mon fiancé a serré ma main, un signe silencieux de soutien. Thomas, Suzanne, Morgan. Il n'était plus mon fardeau. J'avais terminé. Cette nuit-là, j'ai commencé un blog. Assise dans notre nouveau salon, le fleuve scintillant à l'extérieur, j'ai écrit sur la trahison de ma famille. L'argent qu'ils ont pris, le prêt qu'ils ont falsifié, la terre qu'ils ont essayé de vendre. Je n'ai pas mentionné leur nom, mais l'histoire coulait de source. Une fille utilisée par sa famille, se battant pour récupérer son avenir. Je l'ai publié anonymement, n'en attendant pas grand-chose. Au matin, les commentaires affluaient. Des gens partageaient leurs propres expériences de cupidité familiale, me remerciant pour mon honnêteté. Le blog s'est répandu sur les réseaux sociaux, et un média de Bismarck m'a envoyé un courrier électronique pour un article. J'ai refusé, mais le soutien en ligne m'a fait l'effet d'une bouée de sauvetage. Je n'étais pas seulement une victime, j'étais entendu. Mon fiancé a lu le blog un soir, le regard chaleureux. « Tu es incroyable », a-t-il dit, m'attirant près de lui. J'ai souri, me sentant plus légère. Nous avons continué à planifier notre mariage, finalisant les détails avec un budget plus petit mais une excitation grandissante. Une salle à Bismarck a offert une réduction, et nous l'avons réservée, choisissant une décoration simple pour correspondre à notre vision. J'ai continué à écrire, publiant sur le fait d'aller de l'avant, de trouver de la force. La communauté en ligne a grandi, avec des messages d'inconnus qui avaient fait face à des trahisons similaires. Il ne s'agissait plus de régler des comptes. Il s'agissait de reconstruire, de m'approprier mon histoire. Kyle a appelé à nouveau, me donnant des nouvelles de Thomas et Suzanne. Ils avaient pris des emplois mal payés, Suzanne dans un magasin de détail, Thomas dans un entrepôt. Leur cercle social de Fargo les avait exclus après le scandale de fraude. Morgan faisait des heures supplémentaires à son emploi dans le marketing, couvrant à peine ses factures. Je n'en ai pas demandé plus. Je n'avais pas besoin de savoir. Ma vie était ici à Bismarck avec mon fiancé à mes côtés. Nous avons accroché des photos dans notre appartement, planifié notre lune de miel et ri autour d'un dîner. Le blog m'a connecté à d'autres qui comprenaient, et c'était suffisant. Je n'étais plus la fille qui donnait tout. Je construisais une vie qui m'appartenait. Un soir tranquille, Morgan s'est présenté à ma porte. L'appartement de Bismarck était chaleureux avec la lueur des guirlandes lumineuses,
mon mari préparant le dîner dans la cuisine. Elle se tenait là, le visage pâle, sans aucune trace de la confiance dont elle avait autrefois fait preuve. J'avais tort, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai profité de l'argent de maman et papa. Ton argent. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Ses yeux cherchaient les miens, désespérés d'obtenir le pardon. Je suis restée silencieuse, les bras croisés. Le poids de ces mots pesait lourd, mais je n'ai ressenti aucune envie de répondre. Ma vie était ici maintenant, et elle n'en faisait pas partie. J'ai fermé la porte sans un mot, me retournant vers mon mari. Il a levé les yeux de la cuisinière, son expression calme et compréhensive. Nous avions construit un foyer ensemble à Bismarck, notre appartement de 2 chambres étant un havre de paix après le chaos de Fargo. Mon travail de comptabilité à distance m'occupait bien, équilibrant les dossiers de mes clients depuis mon bureau près du fleuve Missouri. Notre mariage s'était déroulé comme prévu, simple mais parfait, avec une petite cérémonie sous le ciel printanier de Bismarck. J'étais libre, non seulement des exigences de ma famille, mais de la culpabilité avec laquelle ils avaient essayé de m'enchaîner. La supplication de Morgan ne changeait rien à cela. Les nouvelles concernant Thomas et Suzanne arrivaient au compte-gouttes par des parents éloignés. La communauté de Fargo leur avait tourné le dos. Le scandale de fraude d'abord, le prêt à mon nom, puis la vente de terrains falsifiés avait complètement détruit leur réputation. Ils vivaient dans leur appartement exigu, noyés sous les dettes et sans aucun actif. Suzanne travaillait de longues heures dans un magasin de détail. Thomas transportait des boîtes dans un entrepôt, mais leurs factures continuaient de s'accumuler. Les voisins qui les invitaient autrefois à des barbecues évitaient désormais leurs appels. Leur monde, construit sur mon argent et des mensonges, s'était effondré, et je ne ressentais aucune pitié. Morgan et sa visite sont restés dans mon esprit, mais pas pour longtemps. Je ne lui devais pas de seconde chance. Elle avait fait ses choix, tout comme Thomas et Suzanne. Ma priorité était ma vie maintenant, mon mari, mon travail, ma liberté. Nous passions nos soirées à planifier un voyage d'été, riant devant des brochures touristiques. J'ai investi mon énergie dans mon blog, qui s'était développé au-delà de ce que j'avais imaginé. Des milliers de personnes suivaient mon histoire, laissant des commentaires sur leur propre lutte contre la trahison familiale. J'ai écrit sur les années d'abus financiers, la force qu'il a fallu pour partir. Chaque publication donnait l'impression de se débarrasser d'une autre couche du passé. Un soir, alors que mon mari et moi étions assis sur notre balcon, j'ai rédigé un dernier article de blog. J'ai réfléchi à ce que j'avais appris. Me défendre signifiait dire non, même à la famille. Cela signifiait protéger mes finances, mon cœur, mon avenir. J'avais été leur banque, leur paillasson, mais j'avais récupéré ma dignité. L'indépendance pour laquelle je m'étais battu à Bismarck, dans mon mariage, dans mon travail, était ma victoire. J'ai remercié mes lecteurs pour leur soutien, pour avoir partagé leurs histoires, pour m'avoir rappelé que je n'étais pas seul. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ai-je écrit. Continuons à parler de la reconnaissance de notre propre valeur. La publication a été mise en ligne et les réponses ont afflué. Les gens ont partagé comment ils avaient fixé des limites, coupé les ponts avec des proches toxiques, trouvé leur propre chemin. Une femme de l'Ohio a écrit qu'elle avait quitté ses parents manipulateurs. Un homme au Texas m'a remercié de l'avoir inspiré à protéger ses économies. Mon mari a lu les commentaires avec moi, son bras autour de mes épaules. Tu fais une différence, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, ressentant une fierté tranquille. Mon histoire n'était plus seulement la mienne. C'était un phare pour d'autres. Morgan a envoyé une lettre une semaine plus tard, une autre demande de réconciliation. Je l'ai mise de côté, non ouverte. Les noms de Thomas et Suzanne se sont effacés de ma boîte de réception, leurs messages vocaux supprimés, non écoutés. Ma vie était bien remplie, des réunions avec les clients, des randonnées la fin de semaine avec mon mari, de nouvelles publications pour mon blog. Les rues calmes de Bismarck, son fleuve large, ses ciels ouverts reflétaient l'espace que je m'étais taillé. J'avais appris à protéger ma valeur, à construire une vie que personne ne pourrait me prendre. À mes lecteurs, je dis ceci, vous valez plus que leurs exigences. Levez-vous. Partez.